Ils ont voulu me tuer. Pas à travers des rumeurs, ni même des menaces voilées ou des campagnes de déstabilisation politique. Non, cette fois, ils ont choisi la méthode la plus froide, la plus impersonnelle et la plus implacable. Un drone de guerre, un MQ-9 Reaper, silhouette métallique glissant dans la nuit, porteur de mort à distance. Pourquoi viser un chef d'État africain? Pourquoi sacrifier des vies innocentes pour un objectif dont la justification, elle, demeure dans l'ombre? Ce que je raconte ici n'est pas un roman, ni un scénario de film d'espionnage. Il y a quelques jours, sous le ciel opaque du Sahel, ma vie n'a tenu qu'à un souffle, à une décision prise dans l'urgence. Cette nuit-là, tout devait se dérouler dans la routine d'une inspection militaire. Escorte discrète, vérification de poste, rien d'extraordinaire en apparence. Mais en Afrique, la routine n'est qu'une façade, un mirage pour ceux qui observent de loin et ne connaissent pas la fragilité de la paix. Le convoi venait à peine de quitter les abords de Ouagadougou. Autour de nous, la savane s'étendait, vaste, silencieuse, presque rassurante sous la lumière blanche de la lune. Pourtant, dans l'habitacle du véhicule de commandement, la tension était palpable, diffuse, tenace. Les souvenirs de précédentes attaques, les visages des camarades tombés lors d'embuscades ou de frappes anonymes, hantaient nos pensées. Soudain, la voix du chef de la sécurité a brisé le silence. Contact non identifié à haute altitude, mouvement lent, trajectoire de surveillance. En une fraction de seconde, chaque regard s'est durci, chaque geste s'est fait plus précis. Le radar chinois, celui que l'OTAN avait jugé superflu, venait de déceler la présence d'un prédateur mécanique. Un MQ-9 Reaper, à plus de 2000 pieds, décrivait des cercles lents, tel un vautour robotisé. Cet instant, je m'en souviendrai toute ma vie. La frontière entre la routine et la tragédie vient toujours sans prévenir. Le MQ-9 Reaper, ce n'est pas une invention de la science-fiction, ni un simple outil d'observation. Depuis son introduction dans les années 2000, il a été utilisé dans des dizaines de conflits, du Moyen-Orient à l'Asie centrale, de l'Afghanistan au Sahel. Aux États-Unis, il symbolise la guerre moderne, celle qui frappe sans présence humaine directe, réduisant la mort à une image sur un écran. En Afghanistan, en Irak, au Yémen, des milliers de frappes ont été menées par ces engins, souvent sans que les cibles aient jamais la possibilité de se défendre, ou même de comprendre qu'elles étaient visées. Cette nuit-là, ce drone ne traquait pas de terroristes, ni de criminels. Il me visait, moi, chef d'État africain. La preuve, nous l'avons. Signature électronique, trajectoire enregistrée, éclat d'acier portant les marques de l'industrie militaire occidentale. Mais à ce moment précis, il n'y avait que le bruit du moteur, la peur dans la poitrine et la nécessité d'agir vite. J'ai ordonné une manœuvre d'urgence, rompant avec tous les itinéraires prévisibles. Nous avons quitté la route principale pour plonger dans l'inconnu. Piste de terre, virage imprévisible, extinction des phares, silence radio total. Chaque secousse, chaque vibration du moteur résonnait comme un compte à rebours suspendu. Nous savions, par expérience, que la survie dépend souvent du hasard et de l'audace. 4 minutes plus tard, 2 missiles Hellfire ont frappé l'asphalte à l'endroit exact où nous nous trouvions quelques instants auparavant. La déflagration a transformé la nuit en enfer. Le ciel s'est embrasé, la terre a tremblé, et la voiture civile qui suivait a été pulvérisée. 3 vies innocentes, 3 destins brisés. Ils n'avaient rien demandé, rien fait d'autre que d'être sur cette route à ce moment fatal. Cette image, celle de la violence aveugle, m'a hanté longtemps après les faits. Certains, pour justifier l'injustifiable, parleront de bavure, d'erreurs techniques ou de malentendus. Mais nous possédons les preuves irréfutables, les trajectoires du drone, les relevés radars, les numéros de série sur les morceaux de missiles, tout pointe vers une décision froide, préméditée, validée à des milliers de kilomètres. Ce n'était pas une opération banale, ni même une simple démonstration de force. C'était une tentative d'assassinat politique, conçue, planifiée, exécutée par ceux qui prétendent défendre la justice internationale. Pourquoi agir ainsi? Parce que ce qu'ils redoutent, ce n'est pas le désordre, mais l'indépendance. Rappelons-nous l'histoire du Congo dans les années 60.
Patrice Lumumba, premier ministre du pays, fut renversé et assassiné parce qu'il voulait une Afrique souveraine, affranchie des tutelles occidentales. Au Burkina Faso, Thomas Sankara fut éliminé pour avoir voulu briser le cercle de la dépendance. À chaque fois, la même logique, étouffer dans l'œuf toute tentative d'émancipation, faire un exemple pour dissuader les autres. Cette nuit-là, le silence s'est brisé, révélant au grand jour la véritable nature du rapport de force. Notre seule arme, c'est la vérité. Car, comme le disait Nelson Mandela, la vérité finit toujours par triompher, même face à la violence la plus brutale. La force brute ne résiste jamais longtemps à la lumière des faits et à la puissance d'un récit collectif. Aujourd'hui, le prix à payer, ce n'est pas seulement la vie d'un chef d'État. L'enjeu est bien plus vaste. Il s'agit de la dignité d'un continent, de la mémoire de nos morts, du droit fondamental de raconter notre propre histoire. Perdre cette bataille, c'est accepter que la vérité soit écrasée et que l'avenir soit écrit par ceux qui frappent dans l'ombre. Le choc a été immense, mais il a aussi été un révélateur. Notre survie dépend de notre capacité à nommer les choses, à exposer ce que d'autres veulent enterrer, à refuser l'amnésie imposée. Voilà pourquoi je dois tout raconter, sans détour, sans peur, en assumant les conséquences. Car se taire, c'est trahir la mémoire des victimes et remettre notre destin entre les mains de ceux qui ne nous veulent pas libres. La nuit tombait sur la savane, enveloppant la route déserte d'un silence surnaturel. Rien ne laissait présager la menace qui planait au-dessus de nos têtes. Le convoi, tout juste sorti de la ville, filait vers une base isolée au nord, là où le danger rôde à chaque détour de piste. Ici, chaque inspection militaire semble une routine. Mais en Afrique, la routine est un luxe que peu peuvent se permettre. Dans le véhicule de commandement, la tension était presque familière, installée au fil des années passées à défier l'incertitude. Puis l'alerte est tombée. Contact non identifié, altitude élevée, trajectoire suspecte. Dans ces moments, le temps se dilate. L'histoire regorge d'exemples où la moindre hésitation a coûté la vie à des chefs, à des combattants, à des civils. Rappelons-nous le convoi du président rwandais Habyarimana, abattu en 1994. Un événement qui a déclenché l'un des plus grands drames du continent. Le radar chinois, méprisé par l'OTAN, a révélé la présence du Reaper. C'est un symbole. Là où d'autres voient l'inutilité, nous avons trouvé la clé de notre survie. À l'image des résistances du passé, où les armes artisanales faisaient face à des armées suréquipées, nous avons su transformer la faiblesse en force. Tout s'est accéléré. Le protocole d'évasion a été déclenché. Phares coupés, silence radio, virage brusque vers une piste inconnue. Mieux valait le risque de l'inconnu que la certitude de la mort venue du ciel. Cette décision rappelle celle des résistants algériens, qui, pendant la guerre d'indépendance, multipliaient les itinéraires et les embuscades pour déjouer un adversaire technologiquement supérieur. L'explosion a retenti sans prévenir. 2 missiles Hellfire ont frappé la route, à l'endroit où nous circulions quelques minutes auparavant. Le ciel s'est embrasé, la terre a vibré, et 3 civils innocents ont été fauchés. J'ai pensé aux habitants de Mossoul ou de Raqqa, victimes collatérales de frappes soi-disant chirurgicales. La guerre moderne, malgré ses promesses de précision, tue encore au hasard. Tel est le prix des opérations militaires en Afrique aujourd'hui. Chaque trajet, chaque décision peut basculer dans la tragédie. Fermer les yeux sur le danger, c'est accepter de disparaître, de sacrifier la mémoire et la souveraineté d'un peuple. Les archives regorgent de récits similaires, de la Libye à la Somalie, des milliers de vies brisées par des frappes anonymes sans que la vérité ne soit jamais pleinement reconnue. Mais la panique n'a pas eu le temps de s'installer. Non. Ce fut une réaction méthodique, déterminée, presque froide. Documenter les preuves, rassembler les preuves, transformer la peur en stratégie. Comme lors des enquêtes sur les massacres de Sharpeville en Afrique du Sud ou du marché de Tlatelolco au Mexique, ce sont les preuves, les récits et les archives qui finissent par ébranler l'impunité. Ce soir-là, une ligne invisible a été franchie. La question n'était plus seulement de survivre, mais de dévoiler la vérité à tout un continent. L'Afrique s'est souvent vue dépossédée de son récit,
des traités signés sans elle, des histoires racontées par d'autres. Cette nuit, il était temps de reprendre la parole. La nuit aurait pu signer ma fin. Elle est devenue le début d'une contre-offensive inattendue. Sous le ciel noir, quand la poussière du désert est retombée, nous avons agi sans bruit, sans rage, mais avec une précision nouvelle, à l'image des résistances silencieuses de l'histoire. Avant l'aube, une équipe minutieuse s'est rendue sur les lieux. Chaque éclat de missile, chaque fragment de métal a été collecté. Les numéros de série gravés dans l'acier, les circuits préservés, tout trahissait leur origine. Fabrication occidentale, arsenal américain, utilisé par l'OTAN. Impossible pour les auteurs de nier leur responsabilité, comme lors de la découverte des armes chimiques à Halabja ou des bombes à fragmentation au Kosovo. Mais les débris ne suffisaient pas. Les radars chinois, dont on nous avait déconseillé l'usage, avaient tout enregistré. Vol stationnaire, trajectoire chirurgicale, correction de cap précise. Les données électroniques révélaient l'impensable. Ce n'était pas une frappe égarée, mais une exécution ciblée, planifiée à des milliers de kilomètres. Un meurtre politique, rationalisé, bureaucratisé. Mes officiers, brûlants de colère, réclamaient une riposte immédiate. Mais la vengeance aurait alimenté la spirale de la terreur et justifié notre effacement. J'ai choisi une autre voie. Documenter, prouver, attendre le moment juste. Nous allions riposter, mais par la force de la vérité, à l'image de Gandhi ou de Martin Luther King, qui, face à la violence, ont choisi l'exposition méthodique de l'injustice. 2 jours plus tard, la conférence de presse a éclaté comme un séisme diplomatique. Images, analyses balistiques, extraits radars. Devant la planète entière, nous avons dévoilé l'opération. Un acte de guerre, grimé en mission antiterroriste, mené sur notre sol sans notre consentement. Comme lors des révélations de Julian Assange, la vérité, exposée au grand jour, a bousculé les puissances. La riposte ne s'est pas fait attendre. L'OTAN a nié, maladroitement. Les porte-paroles américains ont multiplié les justifications, mais la pression diplomatique était intense. Retirez vos accusations ou affrontez l'isolement. Nous avons tenu bon. Céder aurait consacré l'impunité et condamné notre pays à l'oubli. La transparence était risquée, mais c'était le seul choix digne. Cette nuit-là, j'ai compris. La vérité n'est pas une arme faible. Bien maniée, elle fissure les empires. En choisissant de tout exposer, nous avons déchiré le voile posé sur des années d'ingérence et replacé la souveraineté au cœur du récit africain, rappelant les luttes de décolonisation et les procès de Nuremberg où la lumière des faits a triomphé de la force brute. Mais la bataille n'était pas finie. Ce que nous avions révélé n'était qu'un début. La riposte viendrait, plus sournoise, plus dangereuse encore. Comme lors de la guerre froide, où chaque révélation entraînait une nouvelle manœuvre, il fallait rester vigilant. Ils voulaient abattre un homme. Mais ils ont réveillé une nation, puis secoué tout un continent. Les funérailles des 3 civils frappés par le drone ont marqué un tournant décisif. Le deuil s'est transformé en serment. Jamais ces morts ne seraient oubliés ou pardonnés. Familles, voisins, survivants ont exigé justice, non seulement pour leurs proches, mais pour toutes les victimes de l'impunité étrangère. C'est ainsi qu'à Soweto, en 1976, la mort d'enfants a déclenché une insurrection nationale. En quelques heures, les rues se sont embrasées. Dans chaque ville, des milliers de citoyens ont envahi les places, brandissant des drapeaux, scandant les noms des disparus, martelant un cri simple. Nous sommes unis. L'Afrique n'est pas une cible. Vérité, justice, respect. Cette fois, la colère n'a pas faibli. Elle s'est propagée, déterminée, impossible à étouffer. Comme lors du printemps arabe, la mobilisation s'est faite en un éclair. La vague a traversé les frontières. 2 jours plus tard, 17 pays africains ont publié un communiqué commun, dénonçant l'attaque et affirmant leur solidarité. L'Union africaine a convoqué une réunion d'urgence, rassemblant chefs d'État, diplomates et citoyens engagés. Addis Abeba est devenu, le temps d'une semaine, le cœur battant d'une Afrique indignée, prête à défendre son honneur. À Addis Abeba, le vent a changé.
Pour la première fois, l'Assemblée a voté une résolution historique. Condamnation de l'intervention de l'OTAN, exigence d'explication et proclamation de l'inviolabilité de la souveraineté africaine. Les débats furent tendus, mais la décision fut unanime. Le message était sans détour. L'Afrique refuse d'être un terrain d'expérimentation pour les armes étrangères, comme elle l'a été jadis pour les essais nucléaires dans le Sahara. Rapidement, les paroles sont devenues actes. Plusieurs États ont ordonné l'expulsion des conseillers militaires occidentaux. Les bases étrangères ont reçu l'ordre de cesser leurs opérations ou de se préparer à partir. Des accords de coopération jugés inéquitables ont été suspendus ou dénoncés. Cela rappelait l'expulsion des bases françaises du Mali en 2022, signe d'un changement profond dans les relations internationales. Mais ce réveil n'allait pas sans péril. Soit l'Afrique se dressait, soit elle acceptait de rester une cible muette, condamnée à la répétition. Cette fois, la peur n'a pas eu le dernier mot. Comme le Nigeria lors de la guerre du Biafra, chaque fois que l'Afrique a su s'unir, elle a pu repousser la fatalité. De cette colère, une nouvelle architecture de défense est née. Des alliances inédites, des projets communs de surveillance, de renseignement, de protection. Pour la première fois, l'Afrique ose penser, non seulement à survivre, mais à partager et défendre activement sa souveraineté. Le rapport de force s'est déplacé, un pas après l'autre, dans les rues et dans les esprits. Chaque victoire a son prix. L'Occident observe, hésite entre la menace et le repli. Les pressions économiques, les campagnes de désinformation, les tentatives de division se multiplient. Mais cette fois, la société civile et les gouvernements avancent ensemble, refusant la tentation du repli. La survie n'est qu'un prélude, le véritable commencement d'une révolution stratégique. Ce qui aurait pu n'être qu'un sursaut éphémère est devenu une révélation partagée. La sécurité isolée ne vaut rien face à la souveraineté collective. De cette nuit d'attaque est née l'Alliance pour la défense de la souveraineté africaine, un pacte sans précédent, forgé non dans la peur, mais dans l'urgence de ne plus jamais subir. 5 piliers structurent l'Alliance. D'abord, une défense unifiée. Les frontières deviennent des lignes de solidarité, non de division. Ensuite, le renseignement partagé. Chaque information, recueillie par un pays, circule sans délai, transformant l'Afrique en un organisme vigilant. Troisième pilier, un fonds économique commun, alimenté par la diaspora, les ressources locales et la coopérative panafricaine, pour que jamais plus une armée, un chercheur ou un journaliste ne dépendent de bailleurs étrangers. Vient ensuite la montée en capacité, l'innovation technologique, non pour imiter l'Occident, mais pour anticiper les menaces, visibles ou souterraines. Enfin, le contrôle du récit. Archives, médias, plateformes et réseaux sociaux sont repris en main pour que l'histoire de l'Afrique ne soit plus écrite ailleurs, ni falsifiée. Cette stratégie s'inspire des modèles asiatiques, comme la Corée du Sud qui, après la guerre, a bâti ses propres infrastructures et maîtrisé sa narration nationale. Dans les semaines suivant la tentative d'assassinat, des radars chinois interconnectés ont été installés dans plus de 20 capitales africaines. Désormais, un réseau d'alerte et d'information couvre le continent. À la moindre brèche ou anomalie, l'Alliance réagit à l'unisson. Les premiers complots déjoués ne se sont pas fait attendre, prouvant que la coopération, alliée à la technologie, inverse le rapport de force. Par exemple, une tentative d'infiltration de drones a été détectée au Sénégal, neutralisée en moins de 10 minutes grâce au partage d'informations en temps réel. Sur le plan économique, l'indépendance cesse d'être un slogan. Grâce aux fonds communs, la modernisation des armées, la cybersécurité et les campagnes d'information sont financées sans dépendance extérieure. Les salaires sont versés en temps réel, sans que des instances étrangères puissent suspendre l'aide au moindre désaccord politique. C'est un bouleversement comparable à la création du franc CFA, mais cette fois dans le sens de l'autonomie. Le récit africain, lui, est enfin repris en main. Des médias qui relatent les faits tels qu'ils sont, une mémoire archivistique numérisée et protégée, des plateformes qui amplifient la voix des peuples, sans filtre occidental. Rapidement, les effets se font sentir. Les tentatives de manipulation s'effondrent. La domination narrative occidentale vacille.
Pour la première fois, l'Afrique écrit son histoire en temps réel, démonte les mensonges, forge sa propre légende. Mais ce pouvoir reste fragile. Perdre cet élan, ce serait retomber dans la dépendance, offrir à d'autres le droit de réécrire notre avenir. Des scénarios du pire sont encore possibles, tentatives de déstabilisation, sanctions économiques, campagnes de désinformation. C'est pourquoi chaque citoyen, chaque journaliste, chaque enseignant doit devenir un gardien de la mémoire et de la vigilance collective. Le bruit du monde extérieur persiste, prêt à tester l'unité de cette alliance naissante. Face au premier contre-coup, chacun devra choisir, s'accrocher à la souveraineté ou céder à la peur. L'histoire nous enseigne que les alliances ne tiennent que si la société y croit et la défend jour après jour. Ils peuvent effacer un homme, mais jamais un mouvement. Voilà le secret que chaque tentative d'effacement finit par révéler. Ils font disparaître des corps, mais jamais une idée. Cette nuit-là, quand le métal a brisé le silence du désert, 3 vies ont été fauchées, mais la peur a changé de camp. Se taire, c'est abandonner notre histoire à ceux qui veulent la réécrire. C'est leur laisser le soin de maquiller nos cicatrices, de dérober nos victoires, de travestir notre douleur. Se taire, c'est accepter l'effacement et l'oubli. Les peuples amérindiens, les aborigènes d'Australie, les Kurdes, tous savent ce que coûte le silence imposé. Ce n'est pas la violence qui fait la résistance, mais la mémoire. Tant qu'il reste quelqu'un pour raconter, la vérité survit. La souveraineté commence quand on refuse de laisser d'autres nommer nos blessures et nos espoirs, quand on choisit de parler, même si la voix tremble. Ils espèrent que notre indignation se noiera dans le silence. Ils rêvent d'une Afrique résignée, qui compte ses morts sans exiger justice. Mais chaque nom cité, chaque détail révélé, chaque fragment de vérité transmis est une victoire contre la peur. Comme après les procès de l'apartheid en Afrique du Sud, chaque témoignage devient une arme contre l'oubli. Agir, ce n'est pas brandir les armes, c'est refuser les récits imposés. C'est transmettre l'histoire, sans slogan creux, sans discours dicté. C'est convertir la douleur en levier de transformation. Nos mots, nos souvenirs, nos analyses deviennent nos nouveaux boucliers. Prenons exemple sur les écrivains du continent, de Chinua Achebe à Chimamanda Ngozi Adichie, qui ont su raconter une Afrique plurielle et digne. Nous n'avons pas choisi ce combat, mais nous devons choisir de l'assumer. Si nous nous taisons, qui racontera ce qui s'est passé cette nuit-là? Si nous nous contentons de survivre, nous laissons la victoire à ceux qui écrivent l'histoire à notre place. Mandela, après 27 ans de prison, a compris que la vérité, même douloureuse, est la seule voie vers la liberté. Ce n'est pas un appel à la vengeance. C'est un engagement envers la vérité. Refuser l'amnésie programmée, oser questionner, rassembler les preuves, confronter l'arrogance des puissants. Faire entendre chaque voix, chaque nuance, chaque détail que la propagande voudrait effacer. L'histoire nous donne 1000 exemples de peuples qui ont survécu parce qu'ils ont su se souvenir. Notre force ne vient pas de la haine, mais de l'union autour d'un récit authentique, partagé, construit ensemble. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une pratique quotidienne, celle de nommer, d'analyser, de transmettre, pour que demain ne soit plus la répétition d'hier. Chaque école, chaque famille, chaque village doit devenir le dépositaire de cette mémoire en construction. Ils peuvent tuer un homme, jamais un mouvement. La mémoire, la vérité, la souveraineté, voilà nos réponses. Ce récit ne nous appartient pas à nous seuls. Il doit vivre à travers ceux qui l'écoutent, le comprennent et le portent plus loin. Ne laissez pas cette histoire mourir ici. Parlez-en, questionnez, partagez-la. Soyez les gardiens de ce qui ne doit plus jamais être effacé. Car ainsi se relève un continent, non parce qu'il a survécu, mais parce qu'il a refusé le silence. Concrètement, chacun peut agir. Organiser des débats, créer des archives locales, soutenez les médias libres, encouragez l'apprentissage des langues africaines, refusez la propagande qui travestit les faits. À l'image des mouvements de justice transitionnelle au Rwanda ou en Sierra Leone, la reconstruction de la mémoire passe par des actions quotidiennes, modestes mais décisives.
l'histoire n'est pas figée. Elle se construit à chaque instant. Ce qui s'est passé cette nuit-là n'est qu'un chapitre, mais il nous appartient d'en écrire la suite. Ensemble, levons-nous pour que jamais plus la souveraineté, la mémoire et la vérité ne soient sacrifiées sur l'autel des intérêts étrangers.